Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent en compagnie de Louis Alliot, secrétaire général du Front National. Bonsoir Monsieur Alliot. Bonsoir. On vous retrouve dans un instant. Tout d'abord, les nouvelles de la journée, vous l'avez vu. Donc Ségolène Royal était à Clichy-sous-Bois aujourd'hui. Clichy-sous-Bois, c'est une ville que tous les Français connaissent depuis octobre et novembre 2005. Ségolène Royal s'est inclinée sur une stèle, devant une stèle qui commémore la mort de Zied et Bouna, les deux jeunes qui ont été électrocutés dans un site EDF. Et puis ensuite, elle a signé le pacte social proposé par le collectif Assez le Feu. C'est un collectif qui s'est constitué après les émeutes de novembre 2005. Et Ségolène Royal a tenu à dire quelle place, pour elle, tiennent les banlieues dans le paysage de la France. Je considère que les quartiers populaires ne doivent plus être considérés comme un problème, mais comme une partie de la solution aux problèmes qu'a la France. On sait aujourd'hui que la machine économique est en panne. Et moi, je veux que l'énergie des jeunes, des quartiers, l'inventivité, la créativité, l'envie d'avancer, le besoin de fierté, le besoin de respect, constituent un élément fort de la relance de la croissance économique en France. Alors, Louis Alliot, est-ce que Jean-Marie Le Pen pourrait signer un pacte comme celui-ci ? On ne lui propose pas, donc il ne peut pas le signer. Mais qu'on lui propose au moins des solutions pour régler le problème des banlieues, et puis nous verrons bien. Pour l'instant, les gens qui signent les pactes sont ceux qui ont gouverné la France depuis 30 ans et qui n'ont rien fait. Donc Mme Royal s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un problème dans les banlieues, alors que la gauche a gouverné ce pays pendant 15 ans. C'est pas très encourageant pour la suite, il faut bien le dire. Alors on en reparlera tout à l'heure. Olivier Besancenot, candidat de la LCR, s'est rendu lui aussi à Clichy-sous-Bois pour signer le même pacte. Le s'invite dans la campagne et que tout le monde est obligé d'en tenir compte. Et je pense que le service minimum quand on est de gauche, c'est de comprendre en effet que tant qu'il n'y aura pas de justice sociale dans les quartiers, dans les cités, dans les banlieues, il n'y aura pas de paix. Voilà. Et que si les mesures qui figurent dans ce pacte social et citoyen ne sont pas appliquées d'urgence, on va tout droit vers une nouvelle explosion qui risque d'être à la fois plus radicale, mais qui risque aussi de mêler toutes les générations. Parce que je veux dire, il n'y a pas que les jeunes qui sont en colère actuellement dans les quartiers, dans les cités. Donc il faut que tout le monde l'entende. Donc tant mieux si on a de plus en plus qui sont capables de l'entendre. La présence de Nicolas Sarkozy n'était pas souhaitée aujourd'hui à Clichy-sous-Bois par les responsables d'Assez le Feu. Et de toute façon, le candidat de l'UMP était à Madrid pour y rencontrer José Luis Zapatero, le Premier ministre espagnol, qui est un ami, un copain de Ségolène Royal. Vous savez qu'on avait appelé celle-ci la Zapatera française. Mais Nicolas Sarkozy n'était pas mécontent de montrer que lui aussi pouvait rencontrer José Luis Zapatero et bien s'entendre avec lui. Seulement voilà, il a été rattrapé sur place à Madrid par un article qui sera publié demain plutôt, dans le Canard enchaîné, un article selon lequel Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a acheté son appartement à Neuilly en 1997, a obtenu une ristourne de 2 millions de francs à l'époque de la part du promoteur qui construisait l'immeuble, un promoteur qui était bien installé à Neuilly et qui bâtissait pas mal de maisons à l'époque à Neuilly, 2 millions de francs pour aménager l'appartement selon les souhaits de Nicolas Sarkozy. C'est en tout cas ce que dit le Canard enchaîné, et Nicolas Sarkozy, à Madrid, a tenu à répliquer immédiatement. Je conteste formellement les allégations d'un article que par ailleurs je n'ai pas vu. C'est simplement pour salir, tout ceci parfaitement outrancier. J'aurai l'occasion de préciser ce qu'il y a à préciser de façon la plus tranquille et la plus transparente. Par ailleurs, je dément formellement des travaux somptuaires qui me sont prêtés. J'aurai l'occasion de préciser les choses une fois que j'aurai vu cet article intéressant qui sort vraiment par le plus grand des hasards, 1 mois et demi avant le premier tour de l'élection présidentielle. Alors, Louis Alliot, vous y accordez de l'importance à cet article? On est dans les boules puantes Pour l'instant, non. On verra bien la réalité de la chose. Ça fait partie des pots de banane que se jettent les candidats de droite et de gauche pour amuser la galerie et détourner les citoyennes des vrais problèmes du chômage, de l'immigration, de l'insécurité ou de l'Europe de Bruxelles. Voilà. Ça fait partie des cancans de la campagne électorale, mais je crois qu'aujourd'hui, les Français veulent savoir demain comment ils seront gouvernés. Pour l'instant, pour vous, c'est pas plus important que ça? Non. Très bien.
On continue maintenant avec Johnny Hallyday. Alors Johnny Hallyday, il n'est pas vraiment dans la campagne présidentielle, mais enfin c'est un monument national. Et aujourd'hui, la commission des naturalisations à Bruxelles de la Chambre des députés devait décider ou pas de sa naturalisation belge, demandée par Johnny Hallyday, qui est d'origine belge. Eh bien, il devra attendre une semaine de plus. Alors Louis Alliot, Johnny Hallyday naturalisé belge, ça vous gêne ou... Écoutez, Johnny Hallyday est l'idole de nombreux Français. Le fait qu'il parte pour des raisons fiscales est assez significatif de ce qui se passe en France avec la pression fiscale. Ça pèse sur les chefs d'entreprise, ça pèse sur les foyers, sur les familles, sur les travailleurs, sur les ouvriers. Ça pèse aussi sur les célébrités. C'est le système qu'il faut réformer. On évitera ainsi à des gens comme Johnny Hallyday de partir et on fera venir très certainement d'autres richesses pour notre pays. Et puis François Bayrou, eh bien, il a recueilli hier soir l'attention de 6 680 000 téléspectateurs pour sa prestation à TF1. Alors, il pouvait être un peu déçu parce que c'était quand même nettement moins que pour Nicolas Sarkozy au Ségolène Royal. Mais en fait, dans un sondage qui va être publié après-demain par Paris Match, un sondage IFOP, il grimpe à 19% d'intention de vote contre 13% à Jean-Marie Le Pen. On va en parler tout à l'heure avec Louis Alliot. Alors, 19%, jamais François Bayrou ne s'était trouvé aussi haut dans les sondages. Il faut dire d'ailleurs qu'hier, il a affiché une ambition d'un très très haut niveau sur le plateau de TF1. Ce que le général de Gaulle a fait, ce que Pierre Mendès France voulait faire, c'est exactement la ligne dans laquelle je me trouve. La situation du pays, pour moi, elle est aussi grave qu'elle l'était en 1958. Peut-être davantage. Et vous savez aussi que pour Pierre Mendès France, ça n'a pas duré longtemps. Et là, c'était pas une question d'année, mais de mois. Ça n'a pas duré longtemps pour Pierre Mendès France, on a eu tort. C'était lui qui avait raison de le proposer, et les appareils politiques qui l'ont empêché, c'est eux qui se sont trompés. Mais il y a une grande différence entre les années 50 et aujourd'hui. Grande différence. C'est qu'aujourd'hui, il y a un président de la République. Quand c'était la 4e République, d'abord il y a longtemps, mais quand c'était la 4e République, c'était le jeu des partis. Et maintenant, grâce au général de Gaulle, nous avons un président de la République élu au suffrage universel. Et lui a les moyens, s'il a la confiance du peuple français, d'imposer une situation politique nouvelle. Et c'est cela que je ferai. Alors Louis Alliot, le discours du rassemblement, manifestement, les Français le disent aussi dans les sondages. D'ailleurs, quand on les interroge là-dessus, ils disent oui, ça nous plaît, c'est une idée qui nous plaît. Oui, c'est évidemment sympathique à voir de loin qu'il y ait les rassemblements de toutes tendances, gouverner un pays, essayer d'œuvrer pour le bien commun, ça paraît évidemment quelque chose de bien. Simplement, il est tenu par des gens, encore une fois, qui tiennent le pays depuis 30 ans. Et M. Bayrou est à la tête d'une organisation politique qui gère un certain nombre de grandes villes avec l'UMP, qui est un groupe à l'Assemblée, qui est un groupe au Sénat, et qui est aussi le responsable de la politique, plusieurs fois ministre, et aujourd'hui il se découvre comme ça des vertus d'homme indépendant en citant le général de Gaulle. Et puis la situation en 58, je rappelle qu'en 58 on était en pleine guerre d'Algérie et que c'était une autre affaire que celle d'aujourd'hui, si ce n'est qu'aujourd'hui nous sommes dans une guerre économique qui met des millions de travailleurs sur le bord du chemin. Justement, il dit la situation évidemment n'est pas exactement la même, mais elle est aussi grave parce que cette guerre économique est très importante, elle angoisse tout le monde. Oui, et donc il faut un rassemblement plutôt que cette bagarre stérile entre la gauche et la droite. Mais c'est utopique, il faut d'abord regarder les projets. Quel projet M. Bayrou propose-t-il par rapport à M. Sarkozy et Mme Royal? On ne sait pas. Il va être élu président pour mettre un Premier ministre du Parti Socialiste. Alors ça sert à quoi le vote Bayrou si c'est pour mettre un Premier ministre? C'est une nouvelle cohabitation en quelque sorte. Ce qui est important de savoir, c'est ce que veut faire M. Bayrou. Il aurait pu, en participant à la majorité de M. Sarkozy, par exemple, instaurer la proportionnelle à l'élection pour les législatives, pour faire entrer la diversité des opinions au Parlement. Il ne l'a pas fait. Alors pourquoi voulez-vous qu'il fasse aujourd'hui ce qu'il n'a pas fait hier quand il était aux affaires? Dans le fond, est-ce que tout de même, c'est pas pour vous, enfin pour Jean-Marie Le Pen, le poil à gratter? Parce que, voilà, Jean-Marie Le Pen, il est là avec son titre de finaliste de 2002, et puis il voit arriver là quelqu'un qui veut lui disputer la place. Oui, nous verrons bien. C'est ce qui est important. C'est la troisième d'ailleurs pour le moment. Mais nous ressentons du terrain. Monsieur Bayrou, j'ai vu, est très populaire chez les sondeurs. Il l'est moins chez les Français, puisque son émission sur une autre chaîne a fait 2 millions de moins
que Mme Royal, M. Sarkozy ou Jean-Marie Le Pen. C'est donc là, il y a déjà un indice. Et quand vous allez sur le terrain à la rencontre des Français, vous rencontrez somme toute assez peu de monde qui vous dit « nous allons voter Bayrou parce que Bayrou c'est ceci, Bayrou cela ». C'est faux. Aujourd'hui, beaucoup de Français vous disent « au premier tour, on va voter Le Pen ». C'est le seul vote qui va faire bouger les choses dans ce pays. Enfin, on va voter Le Pen, encore faut-il qu'il ait ses signatures. Oui, pour être candidat. Alors, où il en est, là? Nous sommes en démocratie. Personne n'imagine, pas même les gens au pouvoir et même les gens du Parti socialiste, qu'un candidat qui est arrivé au deuxième tour de la présidentielle et dont le mouvement s'apprête à faire un score historique aux futures élections ne puisse pas se présenter à l'élection. Nous serions une curiosité planétaire. Et M. Chirac, qui donne des leçons de démocratie à la terre entière, ferait bien de regarder aujourd'hui dans son propre pays ce qui est en train de se passer, et notamment les pressions qui sont exercées sur les élus locaux. Oui, mais alors, justement, on a entendu plusieurs déclarations de responsables de l'UMP dire qu'après tout, parrainer un candidat, ça ne veut pas dire voter pour lui, et que, finalement, l'UMP ne donnait pas de consigne interdisant à un maire UMP de parrainer un autre candidat que Nicolas Sarkozy. C'est encourageant pour vous, ça, non? C'est encourageant. Ils ne font que rappeler l'esprit de la loi. Ce qui est désolant, c'est que le Parti socialiste ne le fasse pas et qu'elle considère la présidentielle comme une espèce de chasse gardée pour éviter les déboires qu'elle a connus le 21 avril en empêchant les autres candidats de se présenter et en faisant pression sur les maires directement. Et quand j'ai vu M. Jacques Lang dire que ce n'est pas vrai ou M. Hollande ce matin, c'est faux. Nous avons plusieurs exemples où des élus socialistes des conseils généraux, régionaux ou des députés font directement pression sur le terrain pour que des maires ne signent pas. Alors, quand même, ces déclarations de responsables de l'UMP, Brice Hortefeux, Claude Guéant, qui est directeur de cabinet de campagne maintenant de Nicolas Sarkozy. Et puis tout à l'heure, je vous ai entendu réagir à l'article du Canard enchaîné avec beaucoup de modération. C'est pas du tout un jugement, mais il fut une époque où le Front National, franchement, on y allait carrément quand il y avait un doute sur quelque chose. Alors, pour avoir été les victimes du Canard enchaîné, on sait très bien que ce qu'ils lisent n'est pas parole d'évangile. Alors nous attendons de voir. Si c'est vrai, c'est scandaleux. Pour l'instant, M. Sarkozy dit que ce n'est pas vrai. Nous verrons bien. Mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ça est fait pour masquer la réalité des problèmes du pays. Pendant que l'on parle de la bravitude, de l'appartement de M. Sarkozy, de M. Bayrou, etc., on ne parle pas du reste. Est-ce que tout de même, compte tenu d'une ligne politique qui semble être impulsée par Marine Le Pen, dit-on, qui n'abandonne pas la ligne centrale du Front National basée sur la préférence nationale dont on va parler dans un instant, oui, mais présentée d'une autre manière que c'était le cas il y a quelques années, est-ce que ça ne préfigure pas finalement à un moment donné une discussion avec l'UMP? Non, je ne crois pas. Nous faisons de la politique pour appliquer nos idées. Si le Front National ne servait qu'à être la béquille d'appoint d'une droite qui a mené la France à la décadence, ça ne servirait à rien. Nous voulons être le pôle majoritaire de ce pays. Que d'autres viennent s'agréger à nous par la suite, ça c'est un autre problème. Mais pour l'instant, c'est sur nos idées que nous faisons campagne, et je remarque que c'est sur nos idées que nos adversaires viennent faire campagne aujourd'hui. C'est-à-dire l'immigration, l'insécurité, quelquefois l'Europe, et maintenant la posture ni droite ni gauche de M. Bayrou. C'est donc que nous avions raison avant les autres et que Jean-Marie Le Pen avait raison avant les autres. Alors la préférence nationale, ça n'est pas considéré par tout le monde comme étant une posture de conciliation nationale. Parce oui, qu'avec la préférence nationale, il y a beaucoup de Français qui pensent que ça n'est pas dans la tradition française, dans la culture française, de dire les étrangers doivent être traités différemment. Mais est-ce qu'on a bien expliqué aux Français ce qu'était la préférence nationale ? C'est-à-dire la préférence de celui qui a la nationalité française par rapport à celui qui ne l'a pas. Qui veut dire que sur un emploi, quand vous avez 2 personnes qui la demandent et que l'une est française, elle a un privilège d'occuper ce poste plutôt qu'un autre. Mais je vous signale, je me suis renseigné, quand j'ai vu les questions qui allaient porter sur le sujet dans d'autres émissions, la fonction publique voulait devenir policier. Mais vous regardez, il faut avoir la nationalité française. C'est la préférence nationale. Vous voulez être même candidat à la présidence de la République en France. Il vous faut la nationalité française. C'est ça la préférence nationale. Mais ça, c'est un peu particulier sur des responsabilités politiques ou finalement régaliennes de l'État. Quand vous êtes dans une situation économique avec 5 millions de chômeurs, dans une situation sociale difficile pour beaucoup, il est somme toute assez normal et logique de réserver les emplois, les aides sociales, les logements aux Français en priorité, plutôt que de les ouvrir aux étrangers
faisant ainsi appel à une immigration supplémentaire dont nous n'avons pas besoin. Mais les étrangers, est-ce qu'on peut nier quand même qu'à certains moments, ils concourent à la création de richesses en France? Oui, ils concourent à la création de richesses quand ils ont un emploi et qu'ils sont dans une situation légale, c'est-à-dire à peu près aujourd'hui, pour 100 000 immigrés clandestins qui rentrent en France, seuls 5% ont un contrat de travail, ce qui veut dire que 95 000 de ces 100 000 sont à la charge du contribuable. Il faut les loger, il faut participer à l'assistanat, il faut scolariser leurs enfants. Ceux dont vous voulez restreindre les droits ont des contrats de travail, puisque vous parlez vous n'en savez rien. Nous parlons souvent d'immigration clandestine. Non, mais là, vous parlez de ceux qui ont des contrats de travail, puisque vous dites qu'il faut monter leur cotisation, par exemple, pour les prestations sociales. Ben oui. C'est pour dissuader les employeurs de faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Donc vous voyez bien que ce n'est pas les immigrés clandestins là que vous visez, ce sont des étrangers. Vous m'avez posé une autre question. Sur la richesse qu'ils créent, des étrangers qui sont là en France, qui ont du travail, pourquoi seraient-ils soumis à un régime différent? Pour ceux qui sont là dans des conditions légales, qui occupent un poste de travail d'une manière légale, qui paient leurs impôts, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est plus le cas depuis bien longtemps. Nous avons affaire à une immigration massive. Ce sont les autres qui posent un problème. Je vous signale quand même que vous dites que les employeurs devront payer des cotisations plus élevées quand ils emploient des étrangers. Je vous ai dit pourquoi. Pour dissuader les employeurs de faire appel. Le traitement n'est pas le même. Oui, non, pour l'immigration qui arrive. Mais Dominique Villepin, quand même, a rappelé que le déficit des comptes de la nation était en partie dû à la non-maîtrise des flux migratoires. C'est donc qu'il y a bien un problème dans ce pays avec l'immigration. Ce que ceux qui ne veulent pas voir, ne le voient pas. En tout cas, le Front National est reconnu par beaucoup de Français aujourd'hui comme très crédible sur ce sujet. Alors, il y a un sujet qui est dans l'actualité en ce moment, c'est Airbus, avec des menaces de suppression d'emplois. Je vous propose de regarder ce sujet de Jérôme Liberskin. D'après nos informations, Airbus va annoncer 10 000 suppressions de postes. La moitié concernera les salariés d'Airbus, l'autre moitié concernera les intérimaires et les sous-traitants du groupe. Mais dans les deux cas, il n'y aura aucun licenciement sec. Les gouvernements français et allemands ont donc obtenu gain de cause. L'autre information concerne les usines. Celle de Saint-Nazaireville, qui emploie 800 personnes, sera fermée, tout comme 3 sites en Allemagne et 1 en Espagne. 3 usines seront cédées à des partenaires, dont une en France. Il s'agit de celle de Méholt, dans la Somme, qui emploie 1300 personnes et qui fabrique actuellement le cockpit des avions. La dernière grande annonce attendue concerne la répartition des tâches entre les usines du groupe. Le site de Toulouse sera dédié aux gros porteurs que sont l'A380 et l'A350. L'Allemagne, elle, fabriquera les futurs A320, mais aussi une partie de l'A350. Berlin avait d'ailleurs posé cette dernière condition pour donner son aval au plan Powerade. Alors Louis Alliot, placé devant cette situation, que ferait Jean-Marie Le Pen, président de la République? Je ne sais pas ce que ferait Jean-Marie Le Pen, si je sais, mais je suis un élu de la Haute-Garonne. Aujourd'hui, il est évident que les problèmes d'Airbus, ça pèse sur l'industrie dans des régions comme Midi-Pyrénées, comme la Picardie. Et aujourd'hui, c'est quand même une situation dramatique, parce que quand Airbus annonce des suppressions d'emplois, c'est aussi beaucoup de sous-traitants. Et c'est aussi l'erreur d'avoir bâti les économies régionales, quelquefois sur les mono-industries. Et la région aujourd'hui de Midi-Pyrénées doit avoir la gueule de bois, parce qu'elle a beaucoup investi. On a vu des ministres venir se pavaner à Toulouse. Airbus, c'est l'Europe. Airbus, c'est la réussite de l'Europe. Aujourd'hui, ça a l'air d'être un échec. Et nous avons plié. Jean-Marie Le Pen est élu et il prend dans la figure cette situation. Qu'est-ce qu'il fait? Jean-Marie Le Pen est élu, il serait allé négocier en essayant d'avantager la France et pas comme M. Chirac de plier devant les Allemands. Mais ce qu'il faut dire, c'est que comme la France est de moins en moins entendue et de moins en moins puissante par rapport à ses partenaires européens, elle parle avec moins de voix et moins de pouvoir. Et alors ils ont tenté de sauver Toulouse en s'abordant 2 autres sites. Mais il aurait fallu peut-être montrer un peu plus de voix, donner un peu plus de voix pour défendre les emplois en France. Et comment Jean-Marie Le Pen, président de la République, pourrait-il faire pour que les partenaires européens de la France, je reprends vos propos, la prennent davantage au sérieux? Rebâtir une Europe des peuples et des nations sur des souverainetés, en protégeant nos économies aux frontières, en ne laissant pas venir des frontières européennes ou françaises, des immigrations économiques qui font venir des produits à bas prix sur nos territoires, qui ruinent nos industries et qui sont en train de finir de ruiner nos paysans. Voilà, la renégociation de l'Europe est une priorité absolue.
Oui, mais comment ça se passe? Parce que... Ça se passe comment? Vous êtes élu président de la République, vous réunissez une grande conférence européenne en disant voilà... Et vous croyez que les autres vont venir comme des petits soldats? Oui, ne vous inquiétez pas, qu'à la France parle quand même, on l'écoute un peu, et en disant j'ai obtenu le mandat du peuple, un double mandat, d'abord celui du non à la Constitution européenne, et ensuite de mon élection à la présidence de la République. Voilà, mon programme européen est celui-là. Merkel, elle va arriver, elle va dire moi j'ai le mandat du peuple allemand. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Il y a beaucoup de pays d'Europe aujourd'hui qui contestent la construction telle qu'elle est faite. Vous avez beaucoup de pays d'Europe qui ne sont pas dans l'euro. Vous avez des pays d'Europe qui ne veulent pas de Schengen. Voilà, vous avez des pays d'Europe qui contestent le système économique tel qu'il est. Et vous verrez qu'ils seront à ce moment-là vos soutiens. À propos de l'euro, justement, sauf erreur de ma part, et vous m'en excuserez si j'ai commis une erreur, mais il n'y a plus, semble-t-il, la sortie de l'euro dans le programme du Front National. Non, il n'y a plus la sortie de l'euro, parce que nous sommes sur un projet à moyen terme, sur 5 ans, de voir la manière dont va évoluer l'économie française avec notre manière de gouverner et nos mesures, la reprise en main de la Banque Centrale Européenne, et à ce moment-là, si l'euro est encore une pesanteur pour notre économie, mais nous demanderons au peuple français d'en sortir. Donc l'économie française, vous voulez la faire fonctionner donc avec la préférence nationale. Pas seulement. Mais non, mais attendez. Et avec aussi, dites-vous, la création d'un actionnariat stable dans les entreprises. Alors comment on fait quand l'actionnariat aujourd'hui, il est très mouvant et très international? Bien, on réserve une partie des actions, de la participation au capital, du capital aux employés et aux ouvriers de cette entreprise-là. On essaie de maintenir en France le capital plutôt que de le laisser aller flotter sur le marché international, par exemple. Et vous croyez que les salariés français, avec leurs moyens, ils peuvent... à partir du moment où la France redevient un pays compétitif, qu'elle recommence à créer des emplois, de la richesse, vous inversez cette fuite du capital. Comment ces emplois et cette richesse? Par remettre de l'argent dans l'économie, par des baisses fiscales, par des aides aux bas salaires, 200 € sur tous les salaires du SMIC à 1,5 fois le SMIC, par exemple. Et cet argent réinjecté dans l'économie vous permet de relancer la consommation et donc la croissance. Attendez, s'il y a des diminutions fiscale, comment vous faites pour donner ces 200 €? Ça coûte cher quand même. Oui, mais vous faites momentanément une perte que vous récupérez par l'argent qui est réinjecté dans l'économie, que vous récupérez par la TVA et par un surplus de consommation. Mais donc il y a un endettement croissant du budget de l'État? Non, il n'y a pas d'endettement croissant. Nous faisons aussi beaucoup d'économies, notamment sur le train de vie de l'État, sur l'immigration. L'Institut de géopolitique des populations chiffre à 35 milliards € le coût de l'immigration. Mais il y a là matière à faire beaucoup d'économies et à compenser les pertes fiscales par une économie sur le budget. Il y a d'autres choses que j'ai vues dans le programme, beaucoup de référendums. Un par an. Pas beaucoup, un par an. Mais sur quelles questions, par exemple? Essentielles. Sur l'Europe. Voilà, un thème central. Sur l'immigration, le code de la nationalité, ce que nous voulons faire, qui est français, qui ne l'est pas, et nos relations avec les autres pays du monde. Sur le rétablissement de la peine de mort? Pas tout de suite, mais il est prévu effectivement un référendum sur le rétablissement de la peine de mort. Vous voulez un service minimum dans les transports publics ou pas? Oui, bien sûr. Un service public d'ailleurs, pas seulement dans les transports. Oui, et une loi. Et une loi, oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous différencie sur le plan fiscal? Vous êtes encore plus libéraux que Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que vous voulez supprimer quasiment de moitié l'impôt sur le revenu. Être libéral, ça ne veut rien dire. Nous voulons faire 4 tranches d'impôt sur le revenu, 0, 10, 15, 20, et l'octroyer, si je puis dire, au fur et à mesure des années de mandat. C'est-à-dire que la première année sera supprimé l'impôt sur ceux qui en paient le plus et qui sont les moins riches, et ainsi de suite. Ça fait que la diminution fiscale sur le budget sera moins importante que si vous le supprimiez du jour au lendemain. Mais là où cette loi fiscale a été appliquée, aux États-Unis par exemple, pas aussi radicale d'ailleurs, puisque la tranche supérieure n'est pas à 20%, mais enfin, on voit bien que ça crée beaucoup d'inégalités, il n'y a plus de redistribution. Non, mais je vous ai expliqué que l'argent que vous remettez dans l'économie permet de relancer la consommation, permet de relancer la croissance, permet d'éviter les déficits de l'État, de réduire la dette et donc de redistribuer. Si vous faites des économies sur l'immigration, si vous faites des économies sur le train de vie de l'État, vous avez plus d'argent à distribuer aux nécessiteux et à ceux qui sont dans la misère, et vous créez surtout beaucoup plus de richesses et donc de nouvelles personnes qui arrivent à avoir et à vivre de leur travail. Voilà. Merci Louis Alliot d'avoir été avec nous ce soir. Dans un instant, vous aurez un journal complet d'informations. Très bonne soirée à tous.